Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Nous allons reprendre nos travaux. Je vous rappelle que la Commission est réunie afin de poursuivre l'étude du volet environnement et lutte contre les changements climatiques des crédits budgétaires du portefeuille environnement, lutte contre les changements climatiques, faune et parcs pour l'exercice financier 2025-2026. Avant de débuter les échanges, je dépose le document « Quantité de matières dangereuses importées au Québec » transmis par le ministre en réponse à la question posée ce matin par le député de Hochelaga-Maisonneuve. Le document est maintenant disponible sur le greffier. Et nous sommes maintenant à un bloc d'intervention de l'opposition officielle. Alors, je vous cède la parole, Madame la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, en décembre 2024, on pouvait lire que ce serait difficile de trouver de l'essence éventuellement parce que le ministre avait bien l'intention de maintenir son échéancier. En janvier, on pouvait lire que le ministre envisageait de repousser l'échéance de fin de la vente des voitures à essence. Alors, ma question est simple. Aujourd'hui, c'est laquelle version des ministres de l'Environnement qu'on a? Je vous avoue avoir aussi sursauté en lisant le titre à l'époque. Il fallait lire la déclaration en entier, la difficulté, pas de blessés, non, tout est sous contrôle, c'est le principal. Ce que je disais, il faut voir la déclaration dans son entièreté, c'est à partir du moment où il n'y a plus de véhicules électriques, thermiques plutôt, qui se vendent en 2035, dans les années qui allaient suivre, donc 2040-2045, ce sera effectivement un défi de se trouver des stations-service, une simple question d'offre et de demande. Naturellement, c'était dans une perspective et avec la réalité là, qui s'appliquait à l'automne dernier. On a pu, à travers le projet de loi 81, mentionner que la conjoncture, elle est changeante, que le gouvernement du Québec va naturellement s'ajuster à cette nouvelle conjoncture-là. Ça peut prendre différentes formes à terme et il n'est pas dit que ce sera le cas. Mais on a pris l'engagement d'évaluer les impacts des nouvelles pressions qui se font à partir du marché américain, sinon des décisions qui pourraient être prises au niveau du gouvernement canadien. Donc, présentement, on garde l'échéancier 2035. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Madame la députée, la parole est à vous. Donc, on pourrait avoir reporter l'échéance de 2035 pour s'adapter au marché. Oui ou non? C'est-à-dire, ce que l'on a mentionné, c'est qu'il allait avoir une évaluation de fait pour, au plus tard, le début de l'année 2026, qu'à ce moment-là, une décision allait être prise. C'est des débats qu'on a eus largement à travers l'étude du projet de loi 81, notamment. Donc, rien de nouveau. Et surtout une approche là, qui est très pragmatique et non pas dogmatique là, sur cette question-là. Oui. On a commencé à voir les impacts des tarifs. Tesla a sorti les nouveaux prix qu'il y aurait une fois les tarifs, en fait, les voitures qui vont rentrer prochainement. On parle de 15 000 de plus pour une Y, 11 000 pour un modèle 3. D'autres véhicules électriques pourraient aussi voir des majorations importantes. Est-ce qu'on est vraiment confiant qu'on va pouvoir continuer à voir ces véhicules-là se vendre? Puis est-ce qu'on va assouplir, particulièrement pour les compagnies qui vendent de l'électrique et du thermique, assouplir les critères là, pour cette année? Le cas de Tesla est particulier. D'ailleurs, je peux confirmer certains chiffres intéressants. L'année dernière, Tesla était le premier vendeur de véhicules électriques au Québec. Avec la conjoncture nouvelle, et ça, ce sont des données qui sont toutes fraîches, ils sont passés du 1er au 12e rang au Québec au niveau de la vente des véhicules électriques. Ma question, c'est est-ce qu'on va assouplir les critères? Oui, si la collègue me laisse répondre, je vais y arriver. Donc, il y a d'autres compagnies. Ce qui est intéressant de voir dans cette nouvelle donne-là, c'est qu'il y a d'autres compagnies qui arrivent maintenant à se positionner de façon très avantageuse et la hausse de prix n'est pas observée chez tous les constructeurs, mais chez certains constructeurs. Pour ce qui est d'une évaluation, je l'ai mentionné à la réponse précédente, au plus tard, début 2026, on sera en mesure de confirmer si l'échéancier de 2035 tient toujours, si la courbe d'adoption est maintenue, si les contraintes qui sont imposées aux constructeurs sont maintenues. Donc, c'est une évaluation d'un marché qui est en évolution actuellement.
Un des éléments qui permet de soutenir l'électrification des transports, c'est évidemment la recharge. On a vu des annonces de bornes qui seraient déployées. Aujourd'hui, il manque quand même substantiellement de bornes pour atteindre l'objectif de 2030 qu'on s'était donné, qui était, et là je parle des bornes de recharge rapide, on s'était donné un objectif de 6 700 bornes d'ici 5 ans, donc 2030. Il en manque au moins 4 500 sur ce nombre. Il y a eu un appel d'offres récent de 394 bornes. Le coût de la borne, on est à entre 127 et 160 000 la borne. Quand on multiplie par le nombre de bornes restantes, on est dans des montants assez faramineux, au-dessus de 600 millions pour les bornes de recharge rapide. Et si on fait le même calcul pour les bornes publiques, on est à 1,5 milliard de plus. Donc, plus de 2 milliards de dollars pour des bornes d'ici 5 ans. Avec le budget actuel du gouvernement, est-ce que c'est réaliste? On ne peut pas y aller d'une simple règle de 3 à ce niveau-là. Ce qu'il faut réitérer, c'est que le Québec a de loin le réseau de bornes de recharge le plus développé au Canada et sans doute un des plus développés en Amérique du Nord. On a annoncé d'ailleurs, si je me souviens bien, au début de l'automne 2023, une stratégie de recharge qui est très bien financée de plusieurs centaines de millions de dollars là, pour justement accroître cette position de leadership-là. Quelques données qui peuvent être intéressantes à partager. Actuellement, on a, et c'était en fait au 31 décembre 2024, plus de 2000 bornes de recharge rapide publiques, donc 2000, et plus de 10 500 bornes de recharge publiques de niveau 2. Et ça, c'est sans compter que la recharge au Québec se fait essentiellement au niveau résidentiel et les propriétaires de véhicules électriques ont pour la plupart la capacité justement de se recharger à la maison. Et avec le kilométrage qui est fait par ces automobilistes-là, la plupart ont des besoins qui sont 100% couverts par leur recharge à domicile. Donc, un réseau qui fait l'envie des autres juridictions et qui continue là, de se développer à vitesse grand V là, pour ne pas retenir... Je vais reposer ma question et les chiffres ils viennent de la stratégie québécoise sur la recherche de véhicules électriques du gouvernement du Québec. Avec ces chiffres-là, a-t-on les moyens de dépenser 2 milliards de dollars minimum d'ici 5 ans en bornes de recharge pour atteindre les objectifs qu'on s'est donnés? En fait, j'y ai répondu à la question. Actuellement, le budget qui est prévu est de plus de 500 millions de dollars avec les résultats qui sont annoncés. Le ratio, la règle de 3 là, retenue par la collègue est difficilement applicable. Et avec ces sommes-là, on arrive aux résultats que je présentais. Donc, on a un réseau qui est bien développé, qui est bien pourvu, et un financement là, qui accompagne le développement de ce réseau-là. OK. Donc, pour bien comprendre, avec 500 millions, le gouvernement pense qu'il peut acquérir 100 000 bornes publiques et 4 500 bornes de recharge publique à 160 000 chacune. Ce que je mentionnais, c'est qu'on est déjà à 2000 bornes rapides et à plus de 10 000 au niveau du niveau 2. Oui. Et ce que je mentionnais aussi, c'est que la plupart des besoins de recharge sont comblés à domicile pour les propriétaires de véhicules électriques. Je comprends un repositionnement du Parti libéral au niveau de l'électrification des voitures passagers. On l'a vu à travers l'étude du projet de loi 81. Mais ne boudons pas notre plaisir, ça va bien, mais en même temps, ce que j'ai eu l'occasion de mentionner, de réitérer, il n'y a pas d'approche dogmatique. Si éventuellement la conjoncture ou le marché devait changer à ce point où les cibles que l'on s'est données deviennent irréalistes, on va naturellement s'adapter. Pour soutenir 2 millions de véhicules en 2030, les objectifs du gouvernement, le gouvernement a estimé qu'il avait au moins besoin de 110 000 bornes. Donc, ce n'est pas des chiffres que j'invente, c'est dans la stratégie québécoise sur la recharge de véhicules électriques. Il y a des coûts à mettre en place ces bornes-là. Et là, je ne parle pas des bornes privées, je ne parle pas des bornes des citoyens, on parle juste des bornes publiques ici. Et c'est au minimum 2 milliards qui devraient être dépensés pour atteindre ces cibles-là. Je comprends qu'on a provisionné 500 millions. Comment on va combler la différence?
Et la collègue connaît très bien la façon de faire du gouvernement. À chaque année, il y a une mise à jour du plan de mise en œuvre. Donc, à l'automne 2023, on a annoncé une première enveloppe qui correspondait à des investissements historiques en la matière. Si des ajustements doivent se faire au cours des prochaines années, ça se fait au niveau des PMO. Et d'ailleurs, au cours des prochaines semaines, on présentera la 5e version du plan de mise en œuvre et les subséquentes pourront, au besoin, ajouter des budgets si nécessaire. Mais actuellement, c'est ce qu'il faut retenir, on a le réseau de bornes de recharge le plus développé au pays, avec une croissance qui est plus soutenue que partout ailleurs au pays, mais qui est certainement viable aussi par rapport à d'autres États qui exercent un certain leadership aux États-Unis. Bref, on est sur la bonne voie sur ces questions. Donc, on pourrait voir des sommes substantielles s'ajouter. Est-ce qu'elles viendraient du Fonds d'électrification des changements climatiques? Et là aussi, la collègue connaît la réponse. Les PMO sont financés à travers essentiellement le FEC, le Fonds d'électrification des changements climatiques, fonds qui n'a cessé de croître au fil des ans. La dernière confirmation a été faite lors du dernier budget. Et le détail, lui, sera présenté lors du PMO 5. On parle de 10,2 milliards de dollars, donc des sommes aussi historiques. Donc, jamais autant d'argent n'aura été investi là, au niveau de la lutte au changement climatique. Les objectifs qu'on s'est établis et la façon qu'on mesure les GES, ça a été soulevé qu'on utilisait finalement c'est dans un article du Devoir de janvier, que le gouvernement, quand il mesure le chemin parcouru, il considère aussi les échanges sur le marché du carbone. Et donc, en fait, on utilise les réductions faites en Californie pour calculer le bilan du Québec. Mais le bilan réel du Québec, finalement, est moins reluisant que ce qu'on transmet. On a moins réduit nos GES que ce qu'on dit qu'on a fait. La question me surprend spécialement du Parti libéral qui a mis en place ce système-là. Dès le départ, c'est une reconnaissance des réductions à travers le marché du carbone. Et d'ailleurs, ce qui est amusant de constater au niveau du Parti libéral, lorsqu'il a mis en place ce système-là, il estimait un pourcentage X de réduction au niveau californien. Et nous, avec l'expérience des dernières années, avec les mesures qu'on a mises en place, on produit davantage de réductions en sol québécois que le Parti libéral anticipait à l'époque. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé cette possibilité d'échange. C'est un marché commun d'émissions de gaz à effet de serre avec des réductions qui sont comptabilisées de part et d'autre sans qu'il y ait double comptabilité. Mais reste qu'il y a un risque actuellement que toute cette bourse-là du carbone tombe. Et si c'était le cas, nos réductions réelles, on ne pourrait plus les comptabiliser avec les crédits en Californie. Et donc, il faudrait rendre des comptes sur nos propres réductions. Et elles sont moindres que ce qu'on communique actuellement. Les réductions qui ont été comptabilisées, ce sont des réductions qui ont été réalisées. Donc, on ne reculerait pas sur les avancées faites. Cependant, la collègue touche un bon point. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'approche dogmatique et on doit s'ajuster à la nouvelle conjoncture, c'est le cas pour les voitures électriques, c'est aussi le cas pour le marché du carbone. On défend ce marché du carbone. On est convaincu que c'est un outil très efficace pour non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais également financer nos mesures de lutte au changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Mais si, ultimement, il y a une tentative actuellement qui court de la part du président américain d'invalider la contribution californienne, on évaluera Merci, Monsieur le ministre. Principe de proportionnalité, je passe la parole à la députée. Merci. Quand on regarde l'objectif, on a identifié environ 67 % des cibles pour 2030, mais là-dessus, il y en a 53 % qui vient des transports. Et dans cette portion-là des transports, bien, c'est basé principalement sur les 2 millions de véhicules qu'on vise, qu'on sait pertinemment aujourd'hui que c'est
C'est pas fait du tout. On vise aussi sur des programmes éco-camionnage qui ont été abolis. On vise aussi sur l'électrification des autobus électriques. Les compagnies de transport nous ont clairement dit que ça ne fonctionne plus actuellement. Et on vise aussi sur l'électrification des autobus scolaires. Tous un autre programme qui actuellement vacille, particulièrement avec la faillite de Lion Électrique. Alors, est-ce que vraiment on va pouvoir atteindre nos objectifs, considérant qu'on met beaucoup de nos œufs dans le transport et le transport actuellement électrique, il ne va pas bien? C'est normal.